On dit souvent que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sécuritaires. Malgré tout, l'histoire de l'aviation est marquée par des grandes catastrophes. Dès le début de l'aventure de l'aviation, des hommes et des femmes ont perdu la vie en vol. Et rapidement, ces accidents sont devenus des événements spectaculaires qui ont fait la une des manchettes des journaux. Entendre que des centaines de personnes viennent de mourir en même temps alors qu'ils se déplaçaient en voyage de plaisir ou d'affaires. Entendre que ces centaines de personnes n'ont aucune chance de s'en sortir. Entendre que les secours sont restés impuissants. Voilà l'imaginaire marqué pour toujours. Un imaginaire qui oblige toute une industrie à se prendre en main et à multiplier des mesures de sécurité pour apaiser et le cœur et la tête. Un imaginaire marqué par l'une des pires catastrophes de l'histoire, l'explosion du Hindenburg. Avec ses 245 mètres de longueur, le Hindenburg est l'une des merveilles techniques de l'entre-deux-guerres. Il effectue 17 traversées transatlantiques entre sa mise en service en 1936 et son dernier vol. Le 3 mai 1937, le Hindenburg entreprend son dernier voyage à partir de Francfort en Allemagne. Il décolle, il traverse l'Atlantique de façon normale, à part pour un fait. Il rencontre de forts vents de face qui retardent son arrivée, qui était prévue pour le 6 mai au matin, jusqu'en après-midi. Donc finalement, il arrive au-dessus de New York. Le capitaine Max Pruss montre la ville aux passagers et la Statue de Liberté. Quand il arrive pour atterrir à Lakehurst, au New Jersey, il arrive face à une tempête. Donc ils sont obligés de remonter, attendre que la tempête se calme et de revenir pour l'atterrissage. Quand ils sont venus pour l'atterrissage, rendus à environ 1000 pieds du sol, les témoins ont aperçu une flamme à l'arrière du dirigeable qui s'est transmise rapidement dans tout le dirigeable en une immense boule de feu. Du moment où la flamme est apparue jusqu'à l'écrasement total du dirigeable, il s'est passé 34 secondes. Donc les gens essayaient de sauter en bas du dirigeable, sauver leur vie. Miraculeusement, il y a seulement 35 des 97 personnes à bord qui ont perdu la vie dans la catastrophe, ce qui est exceptionnel compte tenu de la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé. La cause exacte du crash de Hindenburg est encore inconnue. Il y a plusieurs hypothèses. On croit que ça pourrait être une fuite d'hydrogène à l'arrière du dirigeable qui aurait pris en feu avec l'électricité statique. Aussi, on croit que le revêtement qui était par-dessus pour assurer l'imperméabilité du dirigeable était explosif. Et finalement, il y a la théorie selon laquelle on avait placé une bombe dans le dirigeable parce que c'était un instrument de propagande pour les nazis et Adolf Hitler. L'explosion du Hindenburg donne un coup fatal à l'industrie du dirigeable. Si la cause de l'accident demeure inconnue, une chose est sûre. Avec cet accident, l'époque des grandes traversées transatlantiques en ballon est bel et bien révolue. Accident et confiance ne font pas bon ménage. 70 ans après l'explosion du Hindenburg, un autre accident a causé la disparition d'un géant du ciel. Le grand oiseau blanc, le Concorde, effectuait son dernier vol 3 ans après l'écrasement d'un appareil à Paris le 25 juillet 2000. L'histoire du Concorde débute à la fin des années 60. Le grand oiseau blanc est mis en service en 1976 et son parcours jusqu'en juillet 2000 n'est ponctué d'aucun accident. C'est le 25 juillet 2000 que l'irréparable survient alors que le Concorde s'apprête à prendre son envol de Paris. Un débris laissé sur la piste fait éclater un des pneus du train gauche de l'avion. L'avion s'embrase et s'écrase immédiatement sur un hôtel à proximité de l'aéroport. Toutes les personnes à bord de l'avion périssent. Chez Air France, on espérait faire voler le grand oiseau blanc jusqu'en 2025. Un projet de Super Concorde avait même été évoqué à la fin des années 90. Mais l'accident parisien précipite la fin de cette aventure. La confiance du public n'y est plus. Si l'on examine les statistiques de Boeing concernant l'augmentation du trafic aérien, on peut s'attendre à une catastrophe hebdomadaire d'un gros porteur dès 2007.
Cela peut paraître énorme, mais regardez par exemple le nombre de victimes d'accidents aériens qui se chiffre à peu près à 1000 dans le monde entier chaque année, comparé aux 8000 victimes que fait la route rien qu'en France, par exemple. Le trafic aérien augmente de 3,4 à 4,6% par année, alors que le nombre de victimes de transport aérien, évidemment, n'augmente pas du tout à la même cadence. Nous sommes arrivés dans le domaine de la sécurité à une sorte de palier. On a atteint une asymptote, c'est-à-dire que la sécurité est bonne, elle est très bonne même, mais elle ne progresse plus. Même les fabricants d'accessoires, si vous voulez, pour les avionnneries, se préoccupent de ce problème-là. Il ne reste en fait qu'un seul facteur à apprendre à contrôler, c'est le facteur humain. Qui demeure encore extrêmement méconnu et donc très dangereux. Depuis 1990, l'aviation civile a fait 1300 victimes au Canada. C'est beaucoup trop, mais c'est encore beaucoup moins que les 11 000 victimes de la route au Québec. La série noire des grandes catastrophes québécoises commence à la Deuxième Guerre mondiale, alors que 2 bombardiers s'écrasent sur le Québec. L'un à Saint-Donat, l'autre à Montréal. Le 25 avril 1944, un bombardier Liberator s'écrase sur Montréal, plus précisément dans Griffintown, près des usines Molson. Les causes de cet accident demeurent inconnues, tout comme celle du mystérieux écrasement d'un bombardier du même type dans les montagnes de Lanaudière. Le 19 octobre 1943, la guerre fait toujours rage en Europe. L'équipage en permission du bombardier Liberator numéro 3701 prend le départ de Gander à Terre-Neuve en direction de Montréal. Dans la nuit du 19, ça faisait quelques jours déjà que la mauvaise température était en place. Il y a un avion, un Consolidated de Liberator qui doit décoller avec des militaires à bord qui s'en vont en permission. Et ils attendent impatiemment de décoller. Finalement, on les retarde tout le temps. Puis dans la nuit du 19, on décide de les laisser aller. Il est à peu près les 10 heures passées. En décollant, la température n'était pas si pire. Et à un moment donné, ça commençait à aller très mal. Et ils ont demandé la permission d'atterrir à l'aéroport de Montjoly, non loin de Québec. Puis la tour de contrôle leur répond, la météo est exécrable, on ne peut pas vous laisser, l'aéroport est fermé. On vous indique, vous continuez vers Dorval ou Rockcliffe, en Ontario. C'est vers 1h45 du matin que l'on reçoit le dernier contact radio du Liberator. On n'est pas certain qu'il s'agisse d'un SOS, mais on sait qu'il provient des environs de l'embouchure de la rivière Saint-Maurice. Et puis, l'avion disparaît. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il est retrouvé. Le 19 juin 1946, il y a un avion militaire qui part de Rockcliffe puis qui est à la recherche d'un avion disparu. Et curieusement, la ligne de vol est entre Rockcliffe et Roberval au Lac-Saint-Jean. Et dans ce corridor aérien-là, se trouve à passer au-dessus de la Montagne-Noire. Et vu que c'est un pilote d'avion, il connaît les avions. On est en 1946, la guerre vient de finir. Il reconnaît le Libérateur sur la Montagne-Noire par sa queue qui les distingue des autres, un appanage double. Et il appelle à la tour, puis il dit, il y a un avion sur telle montagne, puis il me semble que ça ressemble à un Libérateur. Fait que des journées par la suite, effectivement, c'est un Libérateur qui s'est écrasé. Et là, on fait le lien avec celui disparu le 20 octobre 1943. L'armée est envoyée sur les lieux immédiatement. On découvre alors que l'avion s'est écrasé sur un rocher après avoir fauché les arbres sur plus de 200 pieds. Tout le dessous de la carlingue du bombardier est ouvert. La récupération de l'appareil et l'identification des corps est difficile. À cette époque-là, il n'y a aucun sentier qui mène ici. On aménage un sentier. Fait que là, on commence à faire le ménage du site en tassant les débris de l'appareil. On fait un cairn, un amas de pierre, où on entasse un peu les ossements, parce que là, on veut vraiment là, en faire un lieu de culte pour les victimes. Parce qu'il faut dire qu'au total, c'est 24 soldats qui sont décédés
Et des soldats, là, c'est des jeunes, là, c'est des jeunes garçons, ils ont à peine 20 ans. Entre la découverte et la cérémonie religieuse le 3 juillet 1946, on procède à une enquête. Le coroner de l'époque, qui demeure à Saint-Esprit, un petit village pas tellement loin de Saint-Donat, se déplace. Sauf qu'il se déplace, mais il ne monte pas au sommet. Mais il déclare dans son rapport que les 24 soldats sont morts accidentels. Et même l'enquête militaire, c'est comme une chose qui est quand même bâclée relativement vite. Et les corps étaient, pour la majorité, étaient à l'intérieur. On rapporte qu'on a trouvé 3 corps à l'extérieur, dont un était comme à côté sur un arbre. Et là, ça laisse entendre un paquet de suppositions. Il s'est-tu traîné là? Mais ça n'a jamais été confirmé par la suite. Les rumeurs commencent à courir dans le village de Saint-Donat. On se demande ce qui s'est passé entre le moment de l'accident et celui de la découverte de l'avion. C'était assez curieux qu'un avion qui s'écrase sur une montagne, quand des gens ici connaissent beaucoup le territoire, il y a beaucoup de chasseurs, on fait la trappe, la pêche et les montagnes, on les fait toutes. Fait que c'est surprenant que parmi tout ce monde-là, il n'y a pas des gens qui aient passé par ici. Il y a eu toute la question du pillage qui s'est retrouvée dans les journaux. Parce qu'on disait que les gens, probablement qu'il y a des gens qui ont été pillés. Ça n'a jamais été prouvé, sauf que c'est des choses qu'on entendait couramment. Puis que les personnes que moi j'avais consultées à l'époque me disaient, il semblerait que oui. Malgré tout, on organise une cérémonie à la mémoire des disparus et une plaque commémorative est installée sur les lieux de l'accident. En 1986, le site est vandalisé, mais pour marquer les 50 ans de l'accident en 1996, une cérémonie est organisée et le site est revisité. Depuis, la nature a repris son droit. Il me semble que ça doit être intéressant de conserver un petit lieu. De conserver un petit lieu, pour n'importe qui viendrait, il s'est passé quelque chose ici. Puis je veux dire, il me semble que ce serait la moindre des choses d'entretenir les lieux à la mémoire de ces personnes-là. Heureusement, il y a un obélisque au cimetière. Sauf que c'est pas demain matin que les gens vont arrêter de gravir la montagne. Puis on fera ce qu'on voudra. On aura toujours des questions à se poser sur ce qui s'est passé ici. L'écrasement du bombardier reste à ce jour la plus grave tragédie à être survenue sur l'île de Montréal. Mais la pire tragédie aérienne au Québec a eu lieu le 29 novembre 1963, quand un DC-8 d'Air Canada s'écrase à Sainte-Thérèse. Novembre 1963, l'Amérique est toujours sous le choc de l'assassinat du président des États-Unis, John F. Kennedy. Le 28 au soir, un DC-8 d'Air Canada décolle de l'aéroport de Dorval et s'écrase près de Sainte-Thérèse dans les Basses-Laurentides. C'est une scène horrible qui attend les secouristes. En heurtant le sol, l'avion a créé un cratère de 22 mètres de diamètre et s'est complètement désintégré. Il ne reste plus rien. Cet accident n'était que le premier d'une série impliquant des DC-8. 2 autres incidents similaires surviennent en 1964. Les spécialistes de l'époque en déduisent que le stabilisateur des DC-8 est responsable des accidents. 1 an plus tard, les stabilisateurs de tous les DC-8 sont modifiés. Il y a environ 700 aéroports au Canada et il y a environ 60 000 licences de pilotes en circulation. C'est dire le nombre de vols quotidiens. La plupart des aéroports canadiens sont de très grande sécurité. D'ailleurs, tous nos aéroports ont une bonne réputation à ce niveau-là. Actuellement, le réseau serré d'aéroports, surtout dans le sud du pays, reste peut-être la meilleure garantie que nous ayons de pouvoir porter rapidement assistance aux victimes d'un crash aérien. Il reste cependant à investir encore beaucoup d'argent dans les infrastructures aéroportuaires, dans les
la formation du personnel et des pilotes, bien sûr, et dans la sécurité aérienne. Même si le nombre de victimes des catastrophes aériennes est moindre que celui des accidentés de la route, quand cela se produit, ça devient un véritable drame humain. À ce titre, la collision du 27 mars 1977 aux îles Canaries est la pire catastrophe aérienne commerciale de l'histoire après celle du 11 septembre. Le 27 mars 1977, deux Boeing 747 entrent en collision sur le tarmac de l'aéroport de Tenerife aux îles Canaries. L'accident fait 583 morts et le brasier allumé par la collision brûle pendant 2 jours. La collision aux îles Canaries a été causée par une mauvaise communication entre la tour de contrôle et le pilote du 747 de KLM. Celui-ci aurait prétendu avoir reçu l'autorisation de décoller. Il a foncé droit sur l'avion de la Pan American qui s'avançait à vive allure pour prendre son envol. Cette catastrophe rappelle l'importance de la formation de tous les intervenants, depuis le pilote jusqu'au contrôleur aérien. Et je crois que l'accident aux îles Canaries est un exemple parfait de suite d'erreurs humaines qui était quasiment comme incontrôlable et il fallait que l'impact qui a eu lieu, c'était énorme sur l'industrie de l'aviation commerciale internationale. J'ai rencontré le chef enquêteur de cet accident-là et ce monsieur-là m'a raconté une portion de la séquence de l'accident qui m'a fait frémir. Oui, les communications étaient un problème et le problème était le suivant. Ces deux avions-là, ces deux 747-là, étaient détournés sur Tenerife parce qu'il y avait eu un appel à la bombe à l'aéroport principal de destination. Or, c'est pas un gros aéroport, Tenerife. Et de la façon dont ils étaient stationnés, les avions, un était prêt à partir avant que l'autre bouge en avant. Mais on ne bouge pas deux 747 comme on bouge deux brouettes. Alors, il y en a un qui a réussi à passer à côté de l'autre parce qu'il avait été réacheminé en carburant. Et il circule. À ce moment-là, sur l'aéroport, il y a du brouillard. Ça fait pas tellement beau. Contrôleur aérien qui dit à l'avion, et je le cite, « Taxi to position and roll ». Avec un accent, les airs roulent. Ce qu'il voulait dire, c'est « Taxi to position and hold ». Et autrement dit en français, « Circulez en position et attendez ». Mais la fatigue, les heures de vol de responsabilité qui arrivent à terme, le commandant, en arrivant en bout de piste, est prêt à mettre les gaz pour décoller, mais son premier officier lui dit « Êtes-vous certain qu'on a été autorisé à décoller? » « Oui, il dit « roll ». Mais c'est pas roll, c'est hold. Et pendant ce temps-là, sur la piste, circulant, cherchant une sortie, vous avez l'autre 747, et que personne ne voit dans le brouillard. Alors, à Tenerife, cette journée-là, si on avait parlé tous les deux la même langue sans accent, on aurait évité cette collision-là. À la suite de l'accident des Canaries, différentes mesures ont été prises pour éviter que de tels problèmes de communication ne se reproduisent. On a notamment introduit la phrasologie. Jazz 8687 Tour de Montréal, vent 220 à 10, altimètre 3020, numéro 2, trafic 3000 final. Au cours des années, suite à différents incidents qui sont arrivés, on s'est aperçu que la phraséologie, la façon de dire les choses pour un contrôleur aérien était très, très importante. Alors, on a essayé de rendre ça standard, d'uniformiser la façon de communiquer des renseignements ou de donner une instruction au pilote. Et l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, encadre ça un peu, nous donne un guide pour développer une phraséologie qui serait la même à travers le monde. Saint-Hubert d'Arvat. L'histoire canadienne est aussi marquée par des catastrophes aériennes terribles. La plus grave d'entre elles a eu lieu en 1998, quand un avion de la Swissair s'est écrasé au large de la Nouvelle-Écosse. Le 2 septembre 1998,
le vol 111 de la Swissair quitte New York pour Genève. Il y a à bord de l'appareil 215 passagers et 14 membres d'équipage. Après un peu moins d'une heure de vol, les membres de l'équipage sentent une odeur bizarre près du poste de pilotage. Ils croient d'abord qu'il s'agit d'un problème au niveau de la climatisation, mais lorsqu'ils aperçoivent de la fumée, ils décident d'atterrir. Le pilote amorce alors une descente vers l'aéroport le plus proche. D'abord dérouté vers Boston, l'appareil change de destination pour Halifax. Au bout d'un peu plus de 10 minutes, le pilote demande à atterrir d'urgence. 1 minute plus tard, toutes les communications sont interrompues. L'avion s'abîme dans l'océan tout près de Peggy's Cove. L'appareil est détruit et il n'y a aucun survivant. Récemment, le Bureau de la sécurité des transports a mené une enquête concernant le grave accident de la Swissair. Le BST concluait que l'avionique, les systèmes électroniques de l'avion, avaient été fatals. Une fois de plus, la technologie était responsable des accidents. Alors, parmi les hypothèses retenues pour la cause de l'accident de la Swissair 111, on pense que les recouvrements, la gaine des fils conducteurs du système de divertissement passager, c'était une gaine de Kapton, un matériau qui a durci, qui s'est asséché et qui a probablement craqué. Ça a causé des court-circuits dans les circuits d'alimentation. Il y a eu incendie et suite à cet incendie-là, il y a eu les systèmes de climatisation qui ont évacué les fumées de sorte que les pilotes, de temps en temps, sentaient l'odeur de fumée mais ne la sentaient plus. Et ça a éliminé le sentiment de panique comme quoi il y avait un incendie à bord. Mais aussi longtemps que le pilote pouvait contrôler son avion, il n'y aurait pas eu de problème. Et je crois que ce soir-là, la chaleur et la fumée étaient tellement denses dans le cockpit que même les pilotes n'ont pas pu réagir. Que si tu ne peux pas t'asseoir au volant pour contrôler ta panne, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Et d'après moi, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Erreur humaine, bris mécanique ou météo peu clémente, les causes des accidents aériens sont très diversifiées. Afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent, les pays membres de l'Organisation internationale de l'aviation civile et les compagnies aériennes enquêtent sur chaque accident. Au Canada, c'est le Bureau de la sécurité des transports qui en a la charge. Dès qu'un accident survient, les équipes de secours et les enquêteurs se rendent sur les lieux. Si l'avion a disparu des radars, une balise d'urgence à bord de l'appareil permet de le localiser. Alors, un autre équipement avionique obligatoire à bord de tous les avions commerciaux, c'est la balise de détresse, ELT, Emergency Locator Transmitter. C'est une balise qui se met en fonction de façon automatique et qui permet, quand un avion s'écrase dans des régions très boisées ou sur des montagnes ou dans des régions éloignées, quand on a perdu le contact radar, de repérer le bip de cette balise-là et de pouvoir retracer l'avion. Donc, il y a même des cas connus d'avions qui sont écrasés. Pour des raisons inconnues, les balises ont cessé de fonctionner et sont remis en marche plusieurs années plus tard. On a réussi à retrouver les avions à ce moment-là. Une fois sur les lieux, les enquêteurs se mettent à la recherche de l'outil qui pourra les éclairer sur les causes de l'accident, les fameuses boîtes noires. Donc, il y a 2 types de boîtes noires. Le CVR, Cockpit Voice Recorder, qui enregistre dans la cabine de pilotage tout ce qui se dit, que ce soit la voix du pilote, du copilote, du personnel de bord qui vient dans la cabine. L'utilisation de toute l'intercom, toute communication par intercom est aussi enregistrée et toute communication radio. Donc, si le pilote s'adresse à d'autres avions ou à la tour de contrôle, est enregistrée. C'est cet appareil qui se trouve dans la cabine de pilotage et qui est relié à la boîte noire qui enregistre le tout. C'est un enregistrement continu, mais il ne garde que les 30 dernières minutes. Le deuxième type, le Flight Data Recorder, elle peut garder de 8 à 24 heures d'enregistrement. Elle garde en mémoire tout ce qui s'est produit au niveau des interventions des appareils électroniques avioniques dans l'avion. Donc, sur quel poste le pilote a communiqué avec la tour de contrôle, quelle fréquence il a utilisée, la position des flaps, l'utilisation ou non du pilote automatique, toute alerte, tout signal d'urgence qui a été enregistré, toute défaillance de tous les équipements est enregistrée sur la boîte noire, le Flight Data Recorder. Donc, les 2 boîtes sont installées à un endroit dans l'avion où c'est le plus sécuritaire, où on a le moins de danger, de perte. Et en général, ça se situe à l'arrière de l'aile, mais à l'avant de l'aileron. Les enquêtes sur les accidents d'avion n'ont pas toujours été aussi sophistiquées. Il y a quelques années, cela se passait différemment. L'arrivée d'outils électroniques comme les balises d'urgence ou les boîtes noires ont facilité le travail des enquêteurs.
Alors, l'exemple le plus récent de ce que nous a servi les boîtes noires, c'est l'écrasement du vol Swissair 111 à Peggy's Cove en 1998, au large de la Nouvelle-Écosse. En faisant le lien avec ce que la tour de contrôle avait dans ses communications, avec le Cockpit Voice Recorder et le Flight Data Recorder, on a pu remonter le fil des événements, non seulement de la dernière demi-heure, mais de tout ce qui s'est passé depuis le décollage de l'appareil jusqu'à le moment où l'avion s'est écrasé en mer. Et on a pu faire le lien que c'était un feu, un incendie qui s'est déclaré, les pilotes sentaient des odeurs, ils voyaient de la fumée, puis à un moment donné, il y a eu un écrasement dû à des systèmes avioniques qui probablement avaient pris feu. Au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs années, les différents groupes d'enquête sont en mesure de déposer un rapport. Les résultats d'une enquête suite à une catastrophe aérienne, c'est toujours pour amener des recommandations à l'industrie et surtout à tous les participants qui ont été impliqués dans cet accident-là, pour être sûr et certain que cet accident-là ou ce genre d'accident-là ne se reproduise pas. Donc l'enquêteur en chef, qui est en charge de sortir ces recommandations-là, lui, il établit les faits dans un premier temps, en réunissant tous les intervenants, et dans un deuxième temps, il donne ses recommandations à l'industrie. Le but d'investiguer ou d'enquêter, c'est vraiment de ne pas trouver les coupables, mais trouver les causes, la source du problème, pourquoi il est arrivé tel incident. Et bien sûr, le grand objectif, c'est d'éviter une répétition. Même si elles sont moins nombreuses et meurtrières que les accidents d'automobile, les catastrophes aériennes font à coup sûr de nombreuses victimes. Il arrive parfois que par miracle, certains survivent. Le 24 août 2001, le vol 236 d'Air Transat prend le départ de Toronto pour Lisbonne. À bord du Airbus 330 se trouvent 291 passagers et 13 membres d'équipage. En plein milieu de l'Atlantique et à plus de 10 000 mètres dans les airs, c'est la panne sèche. Ma première réaction fut que lorsque le petit témoin s'est allumé dans le tableau de bord en pleine nuit, en plein milieu de l'Atlantique, a été une réaction dans le sens qu'on s'est aperçu qu'on avait un problème avec l'alimentation de carburant et non une fuite de carburant. Donc, c'est pas donné à tout le monde de dire on regarde la panne, on déclare une urgence et on s'en va à notre aéroport de dégagement. C'est exactement ce qu'on a fait. La décision de déclarer une situation d'urgence bien avant que les choses s'enveniment a été primordiale dans le sauvetage de l'avion et de ses passagers. Et ensuite, on s'est dirigé vers les Açores et la perte de carburant était tellement d'une manière massive que c'est venu à l'extinction des deux moteurs qu'on a plané pendant 18 minutes de temps et qu'on a atterri l'avion d'une manière sécuritaire. Les gens pensent que je suis un héros national pour l'atterrissage que j'ai fait en catastrophe. C'est vrai que c'est pas banal d'atterrir un gros porteur de 155 tonnes avec aucune puissance. Mais moi, je trouve où ce que ça s'est joué, c'est lorsque l'arrêt du deuxième moteur. Je crois que le cœur m'a arrêté en même temps. Et il faut dire que les 304 personnes impliquées dans cet accident, à l'arrêt du deuxième moteur, sont venues en état de choc, moi y compris. Mais l'état de choc, c'est tout à fait humain. Il faut passer par-dessus pour pouvoir réussir à faire ce que tu as à faire. Et j'ai eu de l'aide du rush d'adrénaline. L'adrénaline est essentielle à l'être humain pour se sortir d'une catastrophe comme celle-là. Comme pilote, tu es toujours prêt parce que tu es conscient que lorsque tu pilotes un avion de ce gabarit-là, l'avion est mécanique, c'est de la mécanique, c'est maintenu, c'est entretenu, c'est calculé, c'est pensé, c'est dirigé, c'est contrôlé par des humains. Quand on parle d'humain, on parle d'erreur humaine, et quand on parle d'erreur humaine, on parle de catastrophe aérienne. Donc, tu es toujours conscient que la panne peut arriver, mais de là à dire qu'il va falloir que tu fasses face à la mort dans l'exercice de tes fonctions, c'est une autre histoire, et c'est ce qu'on a vécu le soir du 23 août 2001. En plus de l'habileté et du sang-froid du personnel de bord, le facteur chance a permis la réussite de l'atterrissage d'urgence. Parce que le premier facteur, c'est qu'on a été dérouté de 60 000 au sud de notre route prévue au plan de vol, chose qui est tout à fait normale dans les opérations aériennes internationales. La demande était tout à fait normale. Et ça nous a rapproché de 60 000 au nord des Açores. Mais il faut comprendre un autre facteur chance, la météo. Il faisait belle lune ce soir-là lorsqu'on a atterri. La veille qu'on a atterri, les pompiers nous ont dit que l'aéroport de Terceira était dans le brouillard. Et le lendemain, lorsque nous, l'équipage, ont été sur place, l'aéroport de Terceira était dans le brouillard. Donc, pour résumer en grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé sur le vol 236? C'est dû beaucoup à la communication entre les membres d'équipage, le travail d'équipe, surtout du personnel navigant à l'arrière dans la cabine, des agents de bord et de la directrice de vol.
Et le facteur chance qui a été d'une manière très significative au sauvetage des 304 personnes. Les pilotes de petits avions sont également confrontés à ces situations d'urgence. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Ciambella en 1984. En 1984, je me souviens très bien, en ce 24 février, une journée d'hiver, mais exceptionnellement, c'était chaud. Je revenais du centre-ville après faire des tests de consommation d'essence et déjà très bas pour faire mon approche. Tout d'un coup, le moteur s'arrête. En réalisant subitement, on fait les vérifications instantanées, on trouve un champ, on réagit comme si on était en train de pratiquer un atterrissage forcé, sauf que c'est pour le vrai. La préparation que nous avons eue, l'entraînement durant les cas d'urgence, on les applique instantanément, ça vient un réflexe. Trouver l'endroit, faire un circuit et atterrir. C'est arrivé tellement vite qu'on n'y pense même pas. Ça a été un réflexe, ça a été un automatisme. Seulement une fois qu'on a touché le sol, l'impact, on se réveille puis on réalise qu'est-ce qui se passe. J'ai les deux membres, tout est bien, l'avion est incliné sur le côté et en attendant de voir qu'est-ce qui s'est passé, j'attendais les ambulances qui tournaient autour d'un dépotoir à neige. J'ai vu un hélicoptère de l'armée qui s'est présenté, situé pour localiser l'endroit. J'étais bien, c'était tout simplement un exercice qu'on a pratiqué maintes et maintes fois, qui, cette fois-ci, était une réalité. Entre 1989 et 1998, 35% des accidents survenus au-dessus du sol canadien ont comme cause primaire des bris mécaniques. Les plus grandes catastrophes survenues au Québec sont dues à une défaillance technique. C'est le cas de la plus importante tragédie aérienne à être survenue à Québec. Le 19 mars 1979, un F-27 de Québec Air s'écrase quelques minutes après avoir décollé à proximité de l'aéroport Jean-Lesage. Il n'y a que 7 survivants, parmi lesquels se trouve Joanne de Montigny. Lorsque l'avion a pris son envol, peu de temps après, le moteur droit a éclaté. Et là, moi, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. J'ai pensé que c'était la fin du monde jusqu'à ce que je saisisse que j'allais mourir dans un crash d'avion. Il y avait 21 personnes dans l'avion, plus les membres d'équipage, donc on était 24 personnes. Et puis le tout a duré 1 minute 48 avant l'impact. Et lorsqu'on est arrivé au sol, je me suis retrouvée infiniment blessée, incapable de bouger, de me lever de là. Alors on a eu des secouristes et ça a été le début d'une longue lutte pour ma santé physique et mentale aussi parce que ça laisse un grave traumatisme. Après plusieurs mois d'hospitalisation et de réhabilitation, elle se rétablit lentement. J'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre, je vous dirais, à respirer, parce que j'ai été sur un respirateur artificiel pendant un long moment. Et c'était le début d'une nouvelle vie, au début très très malade que j'étais. Et je devais changer complètement de route, changer complètement de vie, sans savoir ce qui m'attendait. Et cet accident venait de mettre fin à un travail que j'aimais, à une santé que j'avais, et à des projets aussi que j'avais faits et qui n'étaient plus possibles pour un bon moment d'envisager à 29 ans. Son expérience de survivante, Joanne de Montigny l'utilise rapidement pour aider les autres. Elle décide de s'impliquer auprès de personnes en soins palliatifs et de survivants en état de choc. Quand j'ai commencé mon travail de psychologue, on m'a demandé de travailler avec des survivants à des événements catastrophiques, des accidents de train, des écrasements d'avion. Et j'ai rencontré des survivants à ces tragédies, des êtres infiniment brisés dans leur corps et aussi moralement d'avoir à traverser toute la misère qui va suivre et d'avoir perdu des êtres à côté d'eux. C'est très difficile être survivant, il y a un sentiment de culpabilité, un petit peu comme quand on revient de la guerre et puis qu'on a laissé les copains au front, là. On se dit, mon Dieu, comment ça que moi, je suis encore vivant? C'est très difficile à assumer. C'est comme une grave responsabilité. Alors, les gens nous demandent de les aider à réintégrer la vie parce qu'ils ont touché à la mort de très près. Aujourd'hui, Joanne de Montigny voyage sans problème. Elle fait confiance à son destin. Quand je l'ai repris la première fois, c'était
c'était clair que j'allais plus jamais refaire ça tellement le stress était trop élevé. Et je me suis dit, je peux pas le faire. Mais quand on m'a demandé d'aller aider d'autres qui venaient de survivre à un événement catastrophique, là, j'ai eu le courage de reprendre l'avion. Mais c'est tellement fantastique aussi, l'avion. C'est tellement un miracle de pouvoir s'envoler puis aller d'un pays à l'autre. Il y a quelque chose de magique. Il y a un destin, je crois. Je l'ai vu ce jour-là. Et je me dis, bon, allons-y et faisons confiance. Hein. Aujourd'hui, avec le terrorisme et tout, si on s'arrêtait de vivre, ce serait difficile. Alors moi, ça a été la même chose. Ça a été de trouver un projet, un but, un objectif au bout de ce voyage d'avion. Et c'est ça qui m'a donné le goût. Chaque accident aérien est un terrible drame humain. Et tout est mis en place par les autorités civiles et militaires pour éviter qu'il ne se reproduise. La formation des pilotes, des aérotechniciens, des contrôleurs répond à des critères stricts. La conception des avions répond aux normes les plus rigoureuses. Mais le facteur qui reste le plus difficile à contrôler est celui que l'on nomme les pirates aériens. Les bruits mécaniques, l'erreur humaine ou la météo peuvent être responsables de catastrophes aériennes. On parle alors d'accidents. Mais quand ces catastrophes sont préméditées par des individus, on parle d'attentats. Le triste exploit du premier sabotage revient à un Québécois. Le 9 septembre 1949, un DC-3 de la Canadian Pacific Airlines explose en plein ciel. C'est une bombe cachée dans la soute à bagages qui cause l'accident. L'accident fait 23 morts. C'est un bijoutier de Québec qui a fomenté l'attentat. Albert Guay voulait se débarrasser de sa femme et encaisser sa police d'assurance. Il ne verra jamais la couleur de son argent puisque lui et ses complices, dont faisait partie sa maîtresse et son frère, seront découverts et pendus. Depuis cet attentat de Saut-au-Cochon, il faut considérer que la plus grande prudence s'impose avant de s'embarquer à l'intérieur d'un aéronef. Parce que les erreurs ou les problèmes en cours de vol ne proviennent pas toujours, si vous voulez, du pilote ou d'un aérotechnicien. Ça peut aussi provenir des passagers comme tels. Pendant plusieurs années, les attentats à la bombe demeurent heureusement des événements marginaux. Mais à partir des années 70, la situation change drastiquement. Les attentats à la bombe sont de plus en plus nombreux. Le terrorisme aérien, disons que c'est né autour des années 1931. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un avion de la Pan Am qui s'est fait détourner par des rebelles péruviens. Ils ont utilisé cet avion-là pour lancer des tracts de propagande au-dessus du Pérou. Donc, c'est le premier acte. Mais disons que la grande vague de terrorisme aérien est née à la fin des années 60. Un des pires attentats à la bombe a lieu au cours des années 80. Le 23 juin 1985, un B-747 d'Air India explose au-dessus de l'Atlantique. Le vol 182 avait pris le départ de Toronto. Après une escale à Montréal, il devait se rendre à Londres. Mais après 5 heures de vol, une bombe explosait en plein ciel et tuait sur le coup les 329 occupants de l'avion. Il s'agit du plus grand meurtre collectif de l'histoire du Canada, le second acte terroriste en importance après les attentats du World Trade Center. Ce n'est qu'après 18 années d'enquête que le Bureau de la sécurité et du transport du Canada dépose un rapport. Des terroristes sikhs sont alors accusés d'avoir perpétré l'attentat. À peine 3 ans après l'explosion du vol 182 d'Air India, un autre attentat à la bombe survient au-dessus de l'Atlantique. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747-121 de la Pan Am s'écrasait en plein cœur d'une petite ville écossaise, Lockerbie. L'impact de l'accident creuse un cratère de 47 mètres de long et fait 270 victimes. Parmi celles-ci, on ne retrouve que 11 habitants du village. Un miracle. La Pan American a eu un impact assez important lors de cet accident-là. Il faut dire que chaque compagnie aérienne, peu importe toutes sortes de compagnies aériennes confondues, je crois que lorsqu'un accident majeur arrive, il y a toujours un impact négatif qui en est au point de vue des passagers, au point de vue des réservations, au point de vue des opérations.
Je crois que c'est pas bénéficiaire pour personne d'avoir un accident. Et c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'un accident arrive, les sécurités sont augmentées, soit dans les aéroports ou soit dans la compagnie même. C'est peut-être dans ces années-là qu'ils ont commencé à se préoccuper de scanner les bagages qui embarquaient dans les avions, parce qu'avant, les bagages à main ont toujours été vérifiés, mais les bagages personnels qui allaient ensuite en bagage n'étaient pas vérifiés avant ces années-là. L'enquête démontre que c'est un détonateur dissimulé dans une radiocassette qui a déclenché l'explosion. On soupçonne alors des terroristes libyens d'avoir fomenté l'attentat. On voit qu'il y a un lien entre le terrorisme moyen-oriental et le terrorisme de l'aviation. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une montée du terrorisme moyen-oriental qui a été mise en juxtaposition avec une situation où la sécurité dans l'aviation était plus ou moins importante. Donc, ces groupements-là ont utilisé une cible facile. Donc, on a utilisé le terrorisme sur des avions. Et ça a aussi l'avantage que ça produit une grande médiatisation. Parce que vous avez des gens qui sont partout dans le monde, ça attire les médias du monde. Et les autorités ont été quand même assez lentes à réagir par rapport à ces actes-là. On a vu que les autorités ont mal saisi qu'il y avait vraiment une tendance des groupements moyen-orientaux à utiliser l'aviation. Donc, ça a duré quand même plusieurs années. Comme les attentats à la bombe, les détournements demeurent longtemps des phénomènes marginaux. Mais l'augmentation du nombre de détournements à la fin des années 60 est dramatique. En 1969 seulement, 85 avions sont détournés à travers le monde. C'est presque le même total que pour la période de 1931 à 1967. Il y a eu beaucoup de détournements d'avions et prises d'otages durant les années, fin des années 60-70. Et là, à mesure où le temps avançait, on a utilisé de plus en plus les bombardements, donc la bombe comme moyen de faire des pressions terroristes. Ça s'est produit surtout dans les années 80. On pense entre autres à l'attentat de Lockerbie. Mais une des tendances qui est la plus marquante, en fait, ce qu'on voit, c'est que plus les années avancent, moins il y a d'attentats terroristes faits dans l'aviation, mais en même temps, plus ils sont meurtriers. Donc, s'il y a une tendance à tirer, c'est qu'on a de moins en moins de risques à prendre l'avion et de se faire attaquer par des terroristes, mais si ça arrive, vous avez peu de chances de survivre. C'est sûr que les mesures de sécurité ont augmenté. Et maintenant, c'est de plus en plus difficile disons, de déjouer les mesures de sécurité. Et même à notre niveau, nous, dans le poste de pilotage, maintenant, les portes sont barrées. Maintenant, il y a toute une procédure établie à l'interne de chaque compagnie pour pouvoir accéder au poste de pilotage, autant du personnel navigant technique en avant, autant du personnel navigant cabine en arrière. Les procédures, c'est sûr que les mesures de sécurité sont très suivies à la lettre et c'est surtout le niveau de conscience professionnelle. Maintenant, au côté alerte, on est toujours alerte à voir s'il y a quelqu'un autour de nos avions, peu importe dans les pays où on opère, pour être sûr et certain que le monde qu'on côtoie lors de la préparation du vol, c'est le monde qu'on a affaire là. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, on est un petit peu plus alerte au niveau de la sécurité. Les détournements d'avions, moins meurtriers que les attentats à la bombe, vont prendre une tournure beaucoup plus radicale en 2001. À ce moment, 2 avions détournés par des pirates aériens s'écrasent dans les tours jumelles du World Trade Center. Le matin du 11 septembre 2001, à 8h47, le vol 11 d'American Airlines en provenance de Boston s'encastre entre le 94e et le 99e étage de la tour nord du World Trade Center à New York. 16 minutes plus tard, à 9h03, le Boeing 767 du vol 175 de la United Airlines crache à son tour dans la tour sud du World Trade Center. Tous ceux qui croyaient alors à un accident comprennent que le plus horrible attentat terroriste vient de se produire. L'horreur se poursuit quand un 3e avion est détourné sur le Pentagone à 9h45. 18 minutes plus tard, un autre avion de la United Airlines s'écrase dans la campagne de Pennsylvanie. Les attentats du 11 septembre constituent la pire catastrophe de l'histoire de l'aviation. Ils ont entraîné une transformation sans précédent des mesures de sécurité dans les aéroports et à bord des avions. Les attentats du World Trade Center, en fait, ce qui fait, pourquoi ils marquent l'histoire, outre le fait que c'est un des actes terroristes les plus sanglants, c'est aussi que, en fait, au niveau de l'aviation, c'est la première fois qu'un avion est utilisé comme arme.
Là, on se retrouve dans une situation où n'importe quel avion qui survole des villes devient une bombe volante. Alors ça, c'est un des constats qui a été fait par les autorités. Alors là, on se retrouve avec toute une nouvelle problématique. Et si on se tourne vers l'avenir, vers quoi on s'en va? En fait, c'est peut-être une des dernières fois qu'on va voir un détournement d'avion, parce que les autorités ont réagi très promptement. On a utilisé beaucoup de mesures pour empêcher d'autres détournements à venir. Là, les terroristes vont utiliser probablement d'autres méthodes. Alors, on pense beaucoup à l'utilisation des missiles portables sol-air ou peut-être même des explosions directement dans les aéroports. Alors, c'est des moyens qui sont relativement faciles et qui vont déstabiliser le système aéroportuaire à peu près de la même manière qu'un avion est utilisé. Les mesures exceptionnelles relatives à la sécurité aérienne prises depuis 2001 n'ont pas ralenti en fait l'enthousiasme du public en général pour le transport aérien. Même si celui-ci a chuté de 50% directement après l'attentat du World Trade Center, il est maintenant en train de remonter. C'est en fait que l'avion demeure encore et toujours le meilleur moyen de transport, le plus sûr et le plus rapide. Les catastrophes aériennes sont des accidents spectaculaires et dramatiques, puisqu'elles font de nombreuses victimes. Mais au cours du siècle, les organismes de sécurité aérienne ont tout fait pour apprendre de leurs erreurs et éviter qu'elles ne se répètent. Aujourd'hui, l'aviation peut se targuer d'être un moyen de transport plus sécuritaire que la voiture, et même que la marche à pied. 3, 2, 1, go. Come on.